plaisir. Alors, si vous ne connaissez pas, donc les petits sages ont 10 ans cette année. Donc, c'est un organisme de formation. Alors, avant tout, pour la petite histoire, j'ai cofondé les petits sages avec Julien pour créer un centre de soutien à la parentalité. Donc, aujourd'hui, on continue d'avoir des actions de parentalité. Nous travaillons notamment avec Émilie, qui est travailleuse sociale au sein des petits sages et qui est nos référente famille pour organiser des rencontres, des conférences, des cafés parents et d'autres sujets autour de la parentalité. Et les stages sont depuis fin 2018 un organisme de formation. Donc Tommy nous a rejoint à peu près à cette période-là et on a donc créé cet organisme de formation dédié aux pros de la petite enfance et nous sommes labellisés Hyperia depuis 2019, depuis fin 2019. Donc nous sommes labellisés en présentiel sur le 33, le 40, le 24, le 69 et le 01 et en distanciel sur tout le territoire. Donc aujourd'hui, les petits sages travaillent avec les EAJE, donc l'ensemble en fait des personnes qui vont travailler dans le domaine de la petite enfance, avec les assistantes maternelles, c'est pour ça que vous êtes là, et donc leur relais, les RPE, mais également les SAF. Nous travaillons avec le personnel des écoles, principalement les ATSEM et les agents du périscolaire. Et les parents, je viens de vous en parler, et nous menons également des actions d'accompagnement à la parentalité en entreprise, à la demande des entreprises qui souhaitent soutenir donc les parents dans leur quotidien sur des questions de maternité, de paternité ou encore d'éducation. Les formations que l'on propose, comme je viens de vous le dire, sont en présentiel ou à distance. On est aujourd'hui l'organisme de formation qui propose la plus large offre de formation à distance et en présentiel, avec plus de 60 thèmes de l'offre Hyperia, sur des formations en module, celles que vous connaissez généralement le plus, mais également des actions certifiantes, notamment les blocs, mais aussi le parcours CQP-MAM, donc maison d'assistante maternelle, pour celles qui sont là, les parcours certifiants autour de l'autisme et du handicap. Donc, vous retrouverez toutes ces formations sur notre site. Si vous avez des questions, Nesrine sera également à votre disposition suite au webinaire pour répondre à toutes ces questions. Et puis, vous proposez éventuellement aussi, Nesrine organise un chouette webinaire régulièrement pour vous proposer de redécouvrir plus en détail les petits sages, parce qu'aujourd'hui, bah, vous êtes surtout là pour qu'on parle du sujet, c'est-à-dire les comportements dits agressifs du jeune enfant. Mais si vous souhaitez en savoir plus, aller plus dans le détail de notre offre, de notre fonctionnement, eh bien, vous pourrez participer à ces réunions de présentation. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est donc le comprendre et accompagner les comportements dits agressifs chez le jeune enfant. Donc, c'est un sujet qui nous est beaucoup demandé, que l'on va retrouver dans certaines formations que je vous présenterai à la fin de la présentation, mais également que l'on peut animer notamment au sein des RPE lors de rencontres, notamment en soirée, ce qu'on appelle les rencontres professionnelles. Parfois, vous avez des assistantes maternelles ou vous-même qui êtes assistante maternelle, c'est pas toujours évident de vous impliquer sur une journée entière de formation, surtout que vous partez encore souvent le samedi, où vous avez peut-être envie d'approfondir un sujet que vous connaissez déjà. Donc, ces soirées professionnelles sont aussi là pour traiter des sujets comme celui-ci, donc les comportements, par exemple, dits agressifs du jeune enfant. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on dit agressif et pas agressif? C'est une nuance qui est très, très importante pour nous. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'agressivité et la violence ne sont pas du tout la même chose. En fait, l'objectif, c'est de chercher à comprendre de quoi on parle quand on parle d'agressivité, de violence, les causes, les origines. Et on va aussi parler ensemble de comment est-ce qu'on accompagne les enfants et comment est-ce qu'on accompagne les familles. Parce que je me suis brièvement présentée, mais au-delà d'être la cofondatrice des Petits Sages, je suis également formatrice, conférencière et coach parental. Donc tout ça pour vous dire que on couvre chez les petits sages l'ensemble, finalement, cette relation tripartite dont on parle souvent, hein, entre l'enfant, la professionnelle, le professionnel et le parent. C'est quelque chose qui est très important pour nous parce que on travaille dans cette coéducation, dans cet accompagnement global. Et finalement, on est toutes et tous là pour la même chose, qui est le bien-être de l'enfant. Et souvent, ces comportements nous posent question. Et le premier mot qu'on va positionner, c'est agressivité, violence. On va penser que c'est quelque chose qui est souhaité. Et l'objectif, c'est vraiment de faire la part des choses par rapport à ce comportement.
Donc déjà, pour vous, vous pouvez répondre aussi dans le chat. Est-ce que l'enfant est agressif ou est-ce que l'enfant est violent? Est-ce que vous vous êtes déjà fait mordre ou taper par un enfant? Quels sont les comportements? On va pas détailler tout de suite, mais on va pour le moment tout mettre un petit peu, si vous me permettez l'expression, dans le même panier, que vous avez trouvé agressif ou violent, en tout cas de types de comportements que vous avez pu observer. Et là, je vous laisse un petit peu nous donner des exemples de ce que vous avez pu croiser. Et puis, ça peut être aussi nous dire pourquoi vous êtes là à ce webinaire, parce que bon, c'est bien évidemment lié. Je suis en train de regarder si vous nous faites quelques réponses. Est-ce que vous trouvez que l'enfant est agressif ou est-ce que vous trouvez qu'il est violent? Alors, je vois pas encore trop de réactions dans le chat, donc je vais continuer. Eh bien, finalement, avant de vous répondre, il est important de revenir sur le développement du jeune enfant et notamment sur le développement de son cerveau. Ça, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup en formation. Et là, alors je vois quelques réponses. Non, il est brut, mais pas violent. Vous nous dites que vous voyez plutôt des enfants agressifs avec le ou les copains. Ah, agressif, vous nous parlez beaucoup de frustration, de débordement d'émotions. Voilà, donc je pense que vous savez tout un petit peu d'où ça vient. Donc vous préférez souvent parler de brusque plutôt que violent, mais certains d'entre vous nous disent, et ça c'est vrai, que l'enfant peut être aussi violent envers lui-même. Donc on va voir encore une fois si c'est de la violence. Et là, il y a une d'entre vous qui nous partage également que vous occupez d'une petite fille qui tape, qui jette ses jouets et qui peut aussi vous taper. Donc ça, c'est vrai que c'est des comportements qu'on peut retrouver au quotidien et se dire comment est-ce qu'on va les accompagner. Donc c'est vrai que tout ça, c'est lié aux émotions. Vous avez tout à fait raison. Donc juste rapidement, une brève présentation du cerveau. Le jeune enfant, quand il naît, vous savez, aujourd'hui, c'est quelque chose de commun, on sait que son cerveau est immature. Et la première zone avec laquelle il va naître, la première zone qui est développée, c'est la zone que vous voyez en vert sur votre écran. C'est ce qu'on appelle le cerveau archaïque, c'est vraiment la partie qui va se situer à l'arrière de votre tête. Donc à la fois, à chaque fois, j'utilise le mot cerveau, mais bien entendu, nous n'avons qu'un cerveau, mais en tout cas, c'est la partie du cerveau dite archaïque, dans laquelle vont se retrouver les principaux besoins et également l'une des premières émotions, qui est notamment la peur est une émotion qui est nécessaire dès la naissance, d'une certaine façon, pour pouvoir exprimer peut-être un besoin de protection. Et là, on va se repositionner sur la vie de l'homme, il y a plusieurs milliers d'années. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on exprime souvent, c'est que la différence entre un bébé et un oisillon, le bébé, quand il va avoir peur, quand il va avoir des besoins qui ne sont pas satisfaits, il va pleurer, il va chercher à s'exprimer. Là où un oisillon va savoir, par exemple, que pour sa sécurité, eh bien, il va être nécessaire qu'il se taise et qu'il attende justement le retour de ses parents. Eh bien, le jeune enfant, lui, il a cette partie-là qui est mature dès tout petit, qui lui permet finalement aussi de se protéger et d'exprimer ce qu'il ressent. Vous avez ensuite la partie là un petit peu mauve, qui est la partie limbique, qui est le siège des émotions. Et cette partie-là, elle est complètement immature. C'est pour ça qu'on parle souvent de tempête émotionnelle. Cette immaturité, on la retrouve dans une difficulté à accompagner ses émotions. Et là, je vais juste revenir sur un mot. Alors, vous allez voir, chez les pissages, on aime bien les mots, qui est le mot gérer. Euh, on ne va pas dire que l'on gère une émotion, ni vous ni moi. Parce que gérer, ça voudrait dire que on peut parfois se dire non, cette émotion, je n'en veux pas, ou je contrôle complètement mes émotions. Une émotion, elle s'accompagne. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est votre corps qui vous envoie un signal biologique et qui vous dit, il se passe quelque chose ou j'ai besoin de quelque chose. Et là, on a besoin de l'accompagner. Parce que si vous pensez à un moment où vous avez, par exemple, je pense à des émotions intenses qui peuvent être une joie très forte, une colère très forte. Si on vous demandait de les gérer, vous n'êtes pas toujours capable, nous ne sommes pas capables de dire, bah non, stop, là, à partir de maintenant, je gère, je ne suis plus en colère. C'est pas aussi simple que ça. En revanche, on est en mesure, petit à petit, au fil du temps, au fil des années, d'accompagner ces émotions, de comprendre ce qui se passe en nous
et de se dire, voilà ce que je peux mettre en place pour faire en sorte que telle ou telle émotion, ben, finalement, j'arrive à lui faire face, c'est-à-dire à comprendre ce qui se passe, à comprendre ce qu'il a déclenché et à comprendre aussi comment je vais pouvoir l'accompagner pour revenir à, à un état plus neutre, qui serait la joie, si on le souhaitait. En tout cas, c'est l'état dans lequel on est bien. Et pour retrouver cet état-là, eh bien, il faut apprendre à accompagner ses émotions et aussi apprendre petit à petit comment notre environnement peut être facteur d'émotions agréables ou désagréables. Et là aussi, c'est un mot que ce sont des mots importants. On va pas parler d'émotions négatives ou positives parce qu'encore une fois, ces émotions, on en a besoin. Elles sont là pour nous transmettre un message. Donc elles sont agréables, parfois elles sont désagréables, en tout cas, elles sont utiles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que concernant la tranche d'âge que vous accompagnez, donc principalement le 0,3 voire 0,6 ans, on est sur une immaturité cérébrale et la partie jaune qui est juste au-dessus est complètement pour le coup immature. Et on dit même qu'il y a une poussée, donc ça ne veut pas dire qu'il est inexistant, mais en tout cas, il y a une poussée de la partie jaune qui est le néocortex, la partie préfrontale, à partir de 5-7 ans. C'est une moyenne. Enfin, c'est une tranche d'âge, pardon. Et aujourd'hui, on parle d'une maturité, c'est-à-dire un âge auquel le cerveau est construit d'une certaine façon à 25 ans, et de récentes études de 2025 nous parlaient même de 32 ans. Tout ça pour vous dire qu'il faut toute une vie pour comprendre et accompagner ses émotions. Et ce que j'aime bien dire, c'est que bien souvent, on attend des tout petits un meilleur accompagnement des émotions que nous-mêmes. Parce que rappelez-vous, ces moments où vous avez été vous-même débordé émotionnellement, eh bien, on peut partir du principe que pour le coup, vous êtes plutôt mature. En tout cas, même si vous n'avez pas encore 25 ans, vous êtes dans une certaine maturité. Ce qui n'est pas le cas des enfants. Et quand les enfants sont dans ces tempêtes émotionnelles, eh bien, il faut vous imaginer qu'ils ne sont pas en mesure de se calmer tout seuls. Ils ont besoin d'une contenance qui peut être physique, parce que pour certains enfants, ils vont avoir besoin qu'on les contienne physiquement, ou d'une contenance qui peut être psychique. Vous savez, certains enfants, ils n'ont pas du tout envie que vous les preniez dans les bras, ils n'ont pas du tout envie que vous soyez près d'eux, mais ils ont besoin de savoir que vous n'êtes pas très loin, que vous êtes à hauteur vraiment d'enfant. Peut-être que vous êtes juste à côté dans la pièce. On en revient à cette notion d'adulte phare, c'est-à-dire cet adulte qu'on voit, on sait qu'il est là, il est rassurant. Et quand je serai prêt et quand j'arriverai petit à petit à m'apaiser, me calmer, là, je viendrai peut-être demander des mots ou en tout cas un contact avec l'adulte. Et vous voyez, c'est encore une fois, sans jouer sur les mots, quelque chose qui est important de parler d'accompagnement, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait beaucoup de mal à l'éducation positive. Et là, je donne un petit tips par rapport aux parents. On entend que quand un enfant est dans une tempête émotionnelle, il faut lui faire un câlin. Et là, bah, vous avez bien entendu des personnes qui vont pas être dans cette compréhension de l'éducation, qui vont nous dire déjà donc, qu'à l'époque, on faisait autrement. Donc là, on va pouvoir leur réexpliquer un petit peu comment fonctionnent les neurosciences, etc. Mais aussi, je pense que la notion de câlin, elle n'est pas bonne parce que, encore une fois, je vais repositionner dans notre vie d'adulte. Quand vous êtes face à une situation compliquée avec un proche, par exemple, ou une proche, vous vous disputez avec cette personne. Votre première envie n'est pas que cette personne vienne vous faire un câlin. Si vous avez une personne qui vous rentre dedans dans la rue et qui vous fait mal, vous n'avez aucune envie que cette personne vous fasse un bisou. Et parfois, on a ce type de demande ou d'attente envers les enfants. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de remplacer le mot câlin par contenance. Et ce qu'on explique beaucoup aux parents qui vont nous dire, mais en fait, certes, moi, je comprends que je suis en colère par rapport au comportement de mon enfant, que c'est pas sa faute, que ça, la colère que ça déclenche chez moi. Et à ce moment-là, j'ai aucune envie de lui faire un câlin. Et je pense que c'est normal. En revanche, se dire oui, mais je dois être contenant parce que je suis là pour assurer sa sécurité psychique, c'est tout autre chose. Et ça demande une disponibilité différente et ça permet aussi à tout et chacun de s'apaiser et accompagner la tempête émotionnelle qui peut aussi être déclenchée chez l'adulte. Et ça, vous voyez, ce sont des choses qui sont très importantes parce que les enfants étant des imitateurs nés, ils vont aussi petit à petit comprendre comment nous, on arrive à réguler et accompagner nos émotions. Donc cette petite partie sur le cerveau que je vous présente en préambule est très importante et c'est pour ça qu'il y a une formation complète sur le cerveau de 14 heures parce que comprendre comment se développe le cerveau du jeune enfant nous permet aussi d'adapter notre posture, encore une fois, par rapport à ces comportements dits agressifs.
Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir en tête deux choses, qui est que vers 2 3 ans, on va parler d'impulsivité. Ce sont les premières formes de régulation, un besoin de soutien. C'est-à-dire que un enfant qui va pas être content, il va en effet avoir tendance à taper, il va avoir tendance à mordre, la fameuse morsure que vous avez tant à gérer généralement durant l'année. Et c'est vraiment de se dire que vers 2 à 3 ans, il n'est pas capable de faire autrement. C'est-à-dire que c'est une forme de... on dit notamment que la colère, quand on est en colère, c'est parce qu'on a besoin de poser nos limites. Et quand on pose nos limites, quand on est plutôt mature, on va essayer de les poser avec des mots, on va les poser avec un stop, avec un cadre. Quand on est immature, comme l'enfant de 2 3 ans, eh bien, on va poser nos limites avec des coups, avec des morsures, avec des tapes, avec des cris, en jetant les jouets. Plein de choses qui pour nous sont inadmissibles, mais qui ne sont pas, où l'enfant ne peut pas fonctionner différemment. Ça ne veut pas dire qu'on va le laisser faire. Ça ne veut pas dire qu'on va l'excuser à chaque fois, mais ça veut dire que l'on a conscience qu'on a besoin d'accompagner cet enfant à grandir et qu'on a besoin de l'accompagner sur les codes sociaux et de lui apprendre comment on pose ses limites sans violence et comment est-ce qu'on se comporte. À partir de ces temps, on commence à parler de comportement agressif parce qu'il y a la poussée du néocortex, il y a une prise de conscience des conséquences. Pour autant, on reste immature. Donc les comportements peuvent être dits, le comportement peut être dit agressif, mais c'est pas pour ça qu'il est pour autant volontaire. On va jouer sur la nuance des mots tout simplement parce qu'à partir de cet âge-là, l'enfant, comme je vous l'ai écrit, il a conscience de ce qu'il fait. Il va avoir conscience que quand il mord, il fait mal. Le tout petit aussi, mais pas de la même façon. Et puis beaucoup plus rapidement, il va réagir autrement. L'enfant un peu plus grand va vraiment le faire avec une autre prise de conscience. Néanmoins, rappelons-nous que l'ensemble de ces comportements, encore à cet âge-là, ne sont pas volontaires. Et encore une fois, si vous en doutez, je vous invite à vous repositionner dans votre vie d'adulte. Vous voyez bien que face à une même situation, certains d'entre nous ne vont rien faire, d'autres vont peut-être s'exprimer avec un petit peu de véhémence, et d'autres personnes vont taper. Donc vous voyez que même nous, à l'âge adulte, on va pas avoir des comportements adaptés par rapport à la situation dans laquelle on est. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, pour moi, il est très important d'insister. N'attendons pas plus de personnes, d'enfants qui sont immatures que d'adultes. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait avancer dans la société. Je vais vous reposer quelques définitions parce que les définitions sont toujours importantes. Donc l'agressivité, c'est un comportement hostile ou violent, souvent en réponse à une frustration, vous l'avez nommé tout à l'heure, la frustration ou une menace qui peut être physique ou verbale. Et vous voyez, ça reste pour autant un comportement complètement impulsif. C'est un comportement de défense parce qu'on se sent menacé, on est frustré, on n'est pas d'accord. La violence, elle est intentionnelle. Ça va être de la violence physique, une contrainte, une manière excessive ou destructrice visant à blesser, endommager ou contraindre une personne ou un groupe ou un objet. L'enfant, par nature, n'est pas violent. C'est un grand débat que on peut encore avoir souvent dans notre société, mais l'enfant ne naît pas violent. Maria Montessori le disait, l'enfant est un être d'amour. Et les neurosciences nous l'ont prouvé. Et au-delà des neurosciences, on peut aussi parler des comportements innés du jeune enfant. C'est quelque chose qu'on développe beaucoup pendant nos formations. Et ces comportements innés, on en a trois. Le premier, c'est l'empathie. Le second, c'est l'attachement. C'est le besoin d'attachement, le lien d'attachement. Et le troisième, c'est l'imitation. Donc, c'est important de savoir qu'à la base, l'enfant, en fait, encore une fois, il est en réponse à de la frustration, à de la menace. Donc, il va avoir des comportements agressifs. Parler de violence chez le tout petit, ce ce serait faux dans le sens où il n'a pas cette volonté réelle de faire mal. En revanche, il va utiliser un mécanisme qui peut être agressif pour lui permettre de se faire comprendre. Si par exemple il se rend compte que pleurer ou crier très fort suffit à être écouté, il va s'arrêter là. S'il se rend compte que ça ne suffit pas, eh bien peut-être qu'il va commencer à taper, peut-être qu'il va commencer à mordre. Et en fait, ce sont tout autant de comportements que nous, en tant qu'adultes, sur lesquels on va avoir tendance à poser des étiquettes. Un petit peu comme sur les émotions d'ailleurs.
C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les émotions. Souvent, on va tenter de donner des mots aux émotions des enfants, alors que bien souvent, on ne sait pas réellement ce qu'ils sont en train de vivre. Peut-être que ce que nous, on va avoir comme colère peut être une grosse tristesse, et parfois, ça va s'exprimer de la même façon. Néanmoins, l'important, c'est de se poser la question, pourquoi ces comportements? Pourquoi est-ce que d'un coup, vous voyez, j'ai volontairement mis ce petit personnage, pourquoi est-ce que ça brûle à l'intérieur de moi? Pourquoi est-ce que je mets en place des choses parce que je ne peux pas me défendre? Donc, le premier, c'est la surstimulation. Et aujourd'hui, clairement, nous sommes dans une société où l'enfant est surstimulé. Et ça, alors j'ai vu qu'on a principalement des animatrices de RPE parmi nous, mais vous voyez aussi les enfants. Il y a également des assistantes maternelles tout à l'heure qui se sont présentées. La surstimulation, c'est presque quelque chose qu'on vous demande aujourd'hui. Et vous nous le confiez en formation ou lors des rencontres professionnelles où l'enfant sait à peine parler, il sait à peine marcher, que certains parents attendraient à ce qu'ils connaissent par cœur leur alphabet, les couleurs, etc. La surstimulation, elle vient de là. Elle vient aussi une surstimulation visuelle. Aujourd'hui, suivant où vous habitez, il peut être très difficile de se déplacer sans voir un écran. Un écran publicitaire, un écran à l'arrêt de bus, un écran dans le magasin et des publicités un petit peu partout. En fait, on est dans un monde où on va être surstimulé d'informations. Et même si on a le sentiment que l'enfant ne les voit pas, le tout petit ne les voit pas, il les subit. Ça peut être aussi du son, ça peut être la musique, ça peut être la radio. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte que le tout petit a très peu de moments calmes. Et là, je vais vous inviter à essayer de vous rappeler, si vous vous en rappelez, alors généralement, avant 3 ans, on n'a pas de souvenir. Mais peut-être un petit peu plus tard, est-ce que l'environnement dans lequel vous viviez était aussi bruyant, était aussi lumineux, était aussi demandeur d'attention, en d'autres termes? Donc cette surstimulation qui peut être demandée ou subie, demandée là, je veux dire par exemple par les parents ou d'autres personnes, elle est présente. Et cette surstimulation, eh bien, on n'est pas là pour être surstimulé. L'enfant, bien entendu, a besoin d'être stimulé parce qu'il y a aussi un écart avec cette période où, pour reprendre ces propos que je trouve relativement laids, où on pensait que l'enfant n'était qu'un tube digestif qui n'avait pas de douleur, qui ne ressentait rien, et la période d'aujourd'hui, heureusement, on a évolué sur notre vision de l'enfant et on s'en occupe différemment et on le stimule, mais stimulation et surstimulation sont très différents. Ça peut être une première raison. La deuxième raison, c'est une réaction à un climat de tension. Et tout à l'heure, euh, alors je vois un petit, pardon, j'ouvre en même temps les commentaires, vous voyez, quand j'ai qu'on en a partout, et je vois en effet que certaines d'entre vous vous nous dites que tout va beaucoup plus vite. Et qu'en effet, bah, il y a c'est beaucoup plus de sollicitations autour de vous. Donc la réaction à un climat de tension, le climat de tension, euh, il est aussi omniprésent. Alors là, je vais dire des choses pas très positives, et pour autant, on le rappelle souvent avec Julien quand on est en conférence, je pense qu'on a tous plus ou moins, alors après ça va dépendre de notre environnement, le choix de mettre en place une bonne qualité de vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la réaction à un climat de tension, c'est-à-dire que si vous vous levez le matin et que vous regardez les informations, qu'on devrait appeler les informations négatives du jour, que ce soit visuel, que ce soit à la radio, et que vous vous embauchez, vous accueillez les enfants, que vous le vouliez ou non, en vous, alors après, ça va dépendre de votre sensibilité, hein, on est tous différents et tous uniques, mais ça peut créer en vous des formes de tension. Et je vous le disais tout à l'heure, l'enfant est une éponge, on le dit souvent, en tout cas, c'est un imitateur né. Et c'est vrai que quand on a des tensions qui sont comme ça de l'extérieur, des tensions aussi qui peuvent être de l'intérieur, si on a eu une dispute ou quelque chose qui s'est passé au sein de notre foyer, des tensions entre les enfants, si vous êtes, que vous soyez en mam ou pas d'ailleurs, parce que même à domicile, quand vous avez plusieurs enfants, les enfants sont très très sensibles à ces tensions-là et sans doute plus sensibles que nous. Et encore, ils sont, à notre avis, dans un environnement euh, plus acceptable pour le tout petit. Je pense qu'un enfant chez une assistante maternelle, qu'elle soit en mam ou seule chez elle, c'est un environnement qui est beaucoup plus adapté pour le tout petit qu'un environnement collectif, dans le sens où c'est moins bruyant, c'est moins stimulant. Néanmoins, encore une fois, on n'a pas tous les mêmes réactions.
Peut-être que certaines d'entre nous peuvent avoir du mal avec la foule et ça va créer un climat de tension. Et en fait, vous l'avez peut-être déjà vécu, à ce moment-là, on va se sentir agressive, mais c'est pas voulu. C'est parce que c'est notre façon à nous de nous défendre aussi. Une autre raison, ça peut être une raison médicale. Alors là, je vais vous donner aussi un exemple qui est du vécu quand on interve lors d'une intervention en crèche où il y avait un enfant qui n'arrêtait pas de mordre. La morsure peut être vue, bien entendu, comme un comportement dit agressif. Et puis, suite à quelques observations, on s'est posé des questions sur cet enfant et finalement, on a compris que cet enfant était malentendant. À partir du moment où on a pu identifier que l'enfant était malentendant, qu'on lui a montré qu'on avait compris que pour lui, bah, la communication, c'était pas quelque chose de simple, que petit à petit, des premiers signes de communication gestuelle associée à la parole ont été mis en place de la part des professionnels. Alors, heureusement, dans cette crèche, à l'époque, il y avait déjà quelques professionnels qui connaissaient quelques signes. Eh bien, ça a été radical. Cet enfant s'est arrêté de mordre quasiment du jour au lendemain. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose qu'il n'arrivait pas à exprimer. Et c'est un exemple de raison médicale, mais il peut avoir, bien entendu, d'autres raisons qui expriment encore une fois que l'enfant fait comme il le peut. Et là, vous voyez, bah, Jessica qui nous partage la même chose, une petite fille en maternelle qui mordait et criait beaucoup. Et en fait, elle était malentendante. Et c'est vrai que ce sont des tests qu'on fait souvent un petit peu trop tard, comme les tests auditifs, les tests visuels, que l'on peut faire très tôt et qui nous permettent tout simplement d'être rassurés, d'agir tôt auprès de l'enfant pour pouvoir mieux l'accompagner. L'immaturité émotionnelle, donc ça, je voulais largement présenter en introduction de ce webinaire, qui est l'une des principales causes de ces comportements dits agressifs. Je ne sais pas comment me faire comprendre, je suis frustrée, je suis pas content ou je suis même très content. Vous avez des enfants qui vont mordre d'excitation parce qu'ils sont dans une journée où ils sont très très contents. Parce que toutes les émotions, même les émotions agréables, quand elles sont vécues très très fortes, et ça vous le vivez peut-être, quand les enfants sont en joie très très forte, c'est presque de l'euphorie, eh bien ils peuvent aussi avoir des comportements qu'on va pouvoir qualifier d'agressifs parce que leur corps déborde. C'est quelque chose qui est pas, qui est difficile parfois à comprendre, mais un enfant qui se roule par terre, mais c'est presque un bon signe. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant qui se roule par terre, c'est un enfant qui va quelque part chercher à décharger son émotion. C'est-à-dire qu'il n'aura pas trouvé d'autre façon d'accompagner son émotion, donc il va l'accompagner par le corps et il va se mettre en mouvement. Donc encore une fois, après, c'est à nous de l'accompagner et de l'aider à trouver d'autres fonctionnements. Parce que vous et moi, si quand nous avons une émotion trop forte, on se met à se rouler par terre, socialement, ce ne sera pas acceptable. Donc il faut travailler autrement. Mais c'est quelque chose qui nous montre que quelque part, l'enfant déborde. Et ensuite, tout va se jouer dans l'accompagnement. Je regarde petit à petit, je vois aussi, bah, par exemple, Angélique qui nous dit, j'accueille une petite fille qui se colle la tête dès qu'elle est frustrée. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez de violence, en tout cas d'agressivité envers soi-même, ça en fait partie. Et c'est un sujet aussi, je pense que c'est le deuxième sujet quasiment après la morsure. Les enfants qui se tapent la tête. Alors, je ne sais pas si certaines d'entre vous l'ont déjà vécu. En effet, comme le dit Catherine, c'est très dur. Ça ne reste pas. La première chose à faire, c'est en tout cas de dire à l'enfant, je vois qu'il se passe quelque chose et je te comprends. En tout cas, j'essaye de te comprendre. Parce que l'enfant, nous, on a toujours le besoin, enfin souvent en tout cas, de trouver des solutions. Et je pense que la première chose que l'enfant a besoin d'entendre, c'est je te comprends. Je vois qu'il se passe quelque chose et je suis là. Et petit à petit, on va l'accompagner, mais on va venir après sur cette partie accompagnement. La troisième raison, c'est pour attirer l'attention. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on travaille beaucoup avec les parents. Aujourd'hui, on dit que 90% des comportements qui nous dérangent, donc un comportement qui va être inadapté pour nous adultes, c'est pour attirer l'attention. Et si en plus ça fonctionne, pourquoi est-ce que les enfants arrêteraient? C'est pour ça que bien souvent, on exprime que l'enfant ne vous teste pas vous, mais il teste son environnement. C'est-à-dire que si à chaque fois que je me roule par terre, j'ai ce que je veux, à chaque fois que je crie très fort, j'ai ce que je veux, à chaque fois que j'embête un copain ou une copine, j'ai de l'attention, ou un autre enfant, je continue, parce que c'est le seul mécanisme que j'ai trouvé pour attirer l'attention. Et ça, c'est quelque chose aussi qui se doit nous interroger.
Un autre point que l'on a déjà largement évoqué pour exprimer de la frustration. Encore une fois, je n'arrive pas à le verbaliser, donc je vais avoir un comportement dit agressif. Pour des besoins insatisfaits, on va y revenir juste après, donc je ne vais pas détailler tout de suite. Et le dernier point, alors il y en a d'autres, hein. Là, je vous ai balayé les principaux points que l'on développe notamment en formation. C'est comme un moyen d'expression pour compenser le verbal pas ou peu acquis. Quand j'arrive pas à parler, je m'exprime avec mes mains. Pour ça que la communication gestuelle associée à la parole peut être un super outil pour accompagner la frustration. Euh, et on en parle beaucoup dans cette formation, alors un petit peu moins qu'avant, parce qu'au début de ces formations, et les parents, certains parents le pensent encore, que si on met en place la communication gestuelle associée à la parole, l'enfant ne va pas parler, il va avoir un retard de langage, etc. On sait aujourd'hui que c'est faux, voire au contraire que ça peut être bénéfique chez certains enfants, parce que le geste ne vient pas remplacer la parole. Et l'objectif n'est pas de signer tous les mots, mais de signer certains mots, certaines expressions, certains besoins de base. Et quand l'enfant a la capacité de se faire comprendre, eh bien, on voit encore une fois, c'est un petit peu comme l'exemple que l'on prenait tout à l'heure sur les enfants qui en réalité sont malentendants. On arrive à les comprendre et d'un coup, bah, il y a des choses qui se débloquent. L'enfant, il va utiliser tout ce qui est en sa capacité pour essayer de se faire comprendre. Et en fait, bah, bien souvent, on ne parle pas la même langue, on ne s'exprime pas de la même façon. Alors quand je dis on ne parle pas la même langue, je veux dire que l'enfant va avoir sa façon de communiquer et nous, on va avoir la nôtre. Et tant qu'il n'a pas la parole, il va être parfois difficile de se comprendre. Et même quand l'enfant a la parole, étant donné que nous n'avons pas la même maturité, pas le même fonctionnement, on ne va pas toujours arriver à comprendre ce qui se passe auprès de l'enfant. Et puis par ailleurs, on ne voit pas non plus ce qui se passe toute la journée, on ne voit pas ce qui se passe à la maison. Et en termes de communication, c'est aussi quelque chose qu'on travaille avec les adultes. On sait que la communication, par définition, est imparfaite. Aujourd'hui, quand je vais exprimer une phrase, je crois qu'on a à peu près 70 personnes connectées, on pourrait presque la comprendre de 70 façons différentes. On dit que la carte n'est pas le territoire dans le sens où c'est pas parce qu'on présente quelque chose comme acquis qu'on va tous le comprendre de la même façon. Donc imaginez-vous bien que nous, par exemple, entre, bon, je crois qu'il y a principalement des femmes, là, mais j'ai bien vu, mais peu importe, entre êtres humains, qui travaillons toutes plus ou moins dans le même domaine, enfin on travaille toutes dans le même domaine, on travaille toutes dans la petite enfance, on parle d'un même sujet, et pour autant on peut comprendre des choses tout à fait différemment. Et ça nous permet de mettre en perspective le fait bah, que des personnes qui sont en dehors de ce cercle de référence qui est le nôtre aujourd'hui, maintenant, ne vont pas comprendre les choses de la même façon. Et qu'avec les enfants, adapter sa communication, c'est important pour s'assurer qu'on est compris et qu'on comprend, qu'on écoute et qu'on sait aussi écouter le tout petit. Je vais vous proposer un tout petit outil. Oui, pardon, je regarde en même temps. Il y a une personne qui nous dit, oui, si les enfants, s'il y a des personnes qui s'occupent d'enfants, bien entendu, on vous enverra le replay. Je vous donne un petit outil pour différencier les comportements des troubles du comportement. Alors, attention, nous ne sommes pas médecins. On ne va pas poser de diagnostic. Et même vous, alors je sais très bien que les assistantes maternelles, vous accueillez des enfants sur des temps très longs, souvent sur la journée, sur de grandes amplitudes horaires. Vous, mesdames, messieurs qui travaillez en RPA aussi, vous voyez des enfants pendant ces temps-là. Mais on ne les voit pas toute la journée. On ne les voit pas le soir, on ne les voit pas avec leurs parents, etc. Et dans tous les cas, ce sont des professionnels qui vont vraiment pouvoir poser des diagnostics. C'est ce qu'on explique quand on fait aussi les formations autour du TDAH, autour du TSA, autour du handicap. Les outils qu'on vous donne sont des outils qui viennent enrichir votre pratique professionnelle pour pouvoir ouvrir le discours avec le parent, le dialogue avec le parent et de dire, il y a quelque chose qui me pose question. Et c'est là aussi tout l'enjeu de l'observation. Observer, savoir observer, c'est très important. L'observation, c'est retranscrire des actes sans jugement. Et c'est quelque chose qui n'est pas simple, parce que notre cerveau, il adore juger. Et retranscrire des actes sans jugement, ça fait partie des outils justement qui nous aident à être écoutés et compris des parents. Donc, sur la différence, déjà, je pense que l'un des premiers éléments, qui est l'un des plus importants, c'est la fréquence.
C'est-à-dire que si c'est ponctuel, si c'est de temps en temps, c'est un comportement dit agressif normal, entre guillemets, lié à son développement. Si vous voyez que c'est tout le temps, là, il y a un trouble du comportement. Et je vais vous prendre un autre exemple qui est, qui est différent de celui évoqué tout à l'heure, d'une petite fille en structure qui se faisait vomir. Donc là, c'est quelque chose que l'on pourrait trouver d'agressif envers elle-même. C'était répété. Et ben, c'était sa façon à elle, parce qu'in fine, il y a eu un signalement qui a été fait, que l'on comprenne qu'il y avait de la maltraitance à la maison. Mais comment comprendre et comment exprimer chez une enfant de moins de 3 ans de la maltraitance? Eh bien, pour elle, c'était cette agression envers elle-même. Et vous voyez, là, c'était un comportement qui était répété, quasi quotidien, et qui donc pose question. Ensuite, on a l'âge d'apparition. Souvent, on a ces comportements-là de taper, de mordre, etc. Ils apparaissent entre 1 et 4 ans, à cette période où c'est non, moi tout seul. Mais ils vont disparaître, ou en tout cas, ils vont diminuer avec l'âge. Ils vont rester, parce qu'encore une fois, vous pouvez très bien trouver quelqu'un de 65 ans dans la rue qui va avoir envie de vous taper parce que vous l'avez bousculé, alors que il serait censé être mature. Donc attention à ne pas mettre le mot trouble de partout, mais c'est quelque chose qui va disparaître, qui va diminuer avec l'âge, en tout cas qui va pas être sur la même fréquence. Mais tout ça pour se dire que c'est normal, que c'est courant, que ce soit chez le tout petit. Ensuite, on a l'intentionnalité. Donc là, c'est toujours difficile à expliquer dans le sens où, comme je vous le disais tout à l'heure, l'enfant teste son environnement. Donc on peut se dire, bah, c'est intentionnel. C'est certes intentionnel par rapport à la réaction, mais il n'y a pas d'intention de faire mal. Il n'y a pas d'intention de blesser, il n'y a pas d'intention de violence. Ensuite, la régulation émotionnelle. Ça veut dire que vous accompagnez l'enfant et ça s'améliore. Et puis petit à petit, il y a le langage et vous voyez que ça passe. En revanche, si vous voyez qu'avec l'âge, malgré le fait qu'on accompagne les émotions, que l'on accompagne, il n'y a pas de régulation. Là, je vois qu'il y a une petite erreur, il y a le mot gérer qui s'est glissé d'ailleurs. Eh bien, ça nous montre justement que c'est quelque chose qui est peut-être plus profond et qu'il faudrait aller investiguer. L'encadrement est aussi important. C'est-à-dire, alors, on aimerait, dans un monde idéal, que nous tous et toutes, adultes avec les enfants, on soit bienveillants, calmes, gentils, qu'on ne crie jamais et toujours apaisés. Et il y a la vraie vie. Néanmoins, face à ce type de comportement, il est important de prendre sur soi, d'adapter une posture et un cadre bienveillant et cohérent. Et bien souvent, ces comportements-là vont fortement diminuer. Parce que ce que je n'ai pas remis dans la recherche, pourquoi est-ce que ces comportements sont présents, c'est aussi une recherche de cadre, c'est une recherche de limites. Donc si on fournit ce cadre, ces limites, cette attention dont l'enfant a besoin, ça va diminuer. S'il continue d'être dans la résistance, c'est que quelque chose se passe. Je vous ai également mis quelques exemples de comportements qui sont classiques, mordre, taper, crier, pousser, prendre un jouet de force. En revanche, quand on est sur de l'agression répétée, de la manipulation, de la destruction, de l'absence d'empathie, qui sont des choses qu'on peut retrouver chez les tout petits et qui surprennent, on a besoin d'accompagner l'enfant et d'aller se poser un peu plus de questions sur son comportement. Et puis l'évolution dans le temps, ça je l'ai déjà évoqué, ça a tendance à disparaître naturellement. Alors quand je dis disparaître, le mot est un peu fort, mais en tout cas à être beaucoup moins fréquent vers 3 4 ans. Et si ça persiste, et puis rappelez-vous, hein, le premier point, c'est vraiment la fréquence. Si c'est très fréquent, c'est-à-dire au moins une fois par semaine quand l'enfant est plus grand, il faut se poser des questions sur son comportement et aller peut-être chercher ce qui se passe en lui, quelque chose de plus grave. Alors, ce qui est grave pour l'enfant n'est pas forcément grave pour nous, mais quelque chose que lui a du mal à accompagner, a du mal à comprendre, a du mal à gérer, une situation, quelle qu'elle soit qui va être compliqué pour l'enfant, jusqu'à d'autres troubles, voire des troubles neurodéveloppementaux peut-être. Mais ça, encore une fois, ce seront des professionnels qui seront en mesure de les détecter. Donc on comprend que ces comportements, ils sont beaucoup liés au développement de l'enfant et que ce sont des étapes normales. Par exemple, il est difficile pour un enfant de rester calme pendant les repas et également de partager. C'est quelque chose qu'on attend beaucoup des enfants, alors qu'encore une fois, la majorité d'entre nous n'aimons pas vraiment partager. J'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez cette BD de Fanny Vella,
qui invite à changer d'angle, à changer de point de vue, et qui prend l'exemple, alors, sur cette partie, pourtant c'est pas vraiment son style, mais sur cette partie c'est très genré, d'un homme qui a une nouvelle voiture et de sa compagne qui dit, bah tiens, prête-la à ton pote. Et l'homme ne veut pas prêter sa voiture. Bien, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, il y a des choses auxquelles on est très attaché, on n'a pas forcément envie de les prêter, et pourtant on attend d'un enfant qui prête ses jouets ou d'autres choses. Donc notre rôle d'adulte, c'est de guider ces enfants tout en comprenant les raisons sous-jacentes à ces comportements. Donc, comment accompagner le jeune enfant? Alors là, encore une fois, je vais être très succincte, hein, parce que je pourrais venir vous parler des comportements dits agressifs pendant au moins une journée, si ce n'est deux. La première chose, c'est d'accueillir la situation. Je vous en ai parlé tout à l'heure en introduction, c'est cette idée de contenance. Contenance physique, comme on peut l'avoir ici, ou contenance psychique, de dire à l'enfant, je suis là, et quand tu auras besoin, tu peux venir me voir, ou en tout cas, on peut en parler et l'apaiser. Accueillir, c'est vraiment important, parce que être en résistance, ça va pas nous aider. Pourquoi ça va pas nous aider? Parce qu'en nous, ça va faire aussi naître d'autres sentiments, d'autres émotions. Et là, rappelez-vous l'immaturité cérébrale, l'enfant qui est un imitateur né, qui va ressentir ce que vous sentez. Et finalement, vous n'allez faire que faire monter cette tempête émotionnelle chez vous et chez l'enfant. Et là, vous allez me dire, mais comment faire quand on a plusieurs enfants à gérer et qu'on est toute seule? Ma première réponse, ce serait de venir en formation. Parce que je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer sur les 4 heures qui nous restent. Ma deuxième réponse serait de se dire, si on est honnête, ça arrive quand même rarement que ce soit tous les enfants en même temps. Et c'est de commencer à trouver petit à petit, avec chaque enfant, vous apprenez à les connaître, des choses qui vont les apaiser différemment. C'est quelque chose aussi qu'on travaille beaucoup, c'est de se dire, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la pédagogie Pickler, qui travaillait à la base en pouponnière et où les professionnels avaient besoin de s'occuper de plusieurs enfants en même temps. Et petit à petit, quand l'enfant comprend que quand on s'occupe de lui à 100%, mais que chaque enfant doit avoir son moment dédié, et ça c'est l'un des outils, c'est-à-dire que sur la journée, quel que soit l'âge des enfants, c'est mettre en place ce temps un peu exclusif avec l'un des enfants, tour à tour, pour montrer que vous avez une attention dédiée. C'est aussi comment je vais aller travailler l'individuel dans le collectif. Comment est-ce que je vais pouvoir montrer à chaque enfant qu'il est unique? Et ce qu'on travaille avec les assistantes maternelles, avec tous les professionnels de la petite enfance et les parents, la première réponse, c'est j'ai pas le temps. Ben, c'est de retravailler notre rapport au temps et que prendre ce temps-là, ce temps de pause avec les enfants, montrer aux enfants qu'on prend un temps de pause pour nous. Certes, vous êtes en train de travailler et votre travail, c'est de vous occuper des enfants, mais nous sommes convaincus que montrer aux enfants qu'on peut aussi prendre un temps sur soi, alors je ne suis pas en train de vous dire que vous quittez la maison, hein, bien évidemment, ni que vous quittez la pièce, mais que vous êtes dans la même pièce et que peut-être à ce moment-là, vous montrez aux enfants que vous êtes disponible, mais que vous restez dans un moment un peu calme. Je le précise parce que c'est toujours important de le préciser, sans écran, bien évidemment. Ça leur apprend aussi qu'ils peuvent, eux aussi, petit à petit, être dans ces moments de recueillement qui sont nécessaires pendant la journée. Ces journées où, comme on le disait tout à l'heure, on a tendance à aller trop vite. La deuxième, c'est d'observer ses besoins. Ça, c'est un soleil que l'on a illustré de cette façon-là. C'est ce qu'on appelle, nous, le soleil des besoins. Et c'est de se poser la question, vous voyez, sur la droite, tous ces besoins physiologiques, est-ce qu'ils sont comblés? Est-ce que l'enfant a soif? Est-ce qu'il a suffisamment bien mangé? Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il a eu l'occasion de bouger? Et si possible, est-ce qu'il a eu l'occasion de bouger en extérieur? Parce que ça, c'est un besoin vital, de voir la lumière du jour tous les jours, d'être au contact du vivant. Est-ce qu'il a eu ces possibilités-là? Est-ce que par ailleurs, il a pu avoir un peu de liberté dans sa journée? Parce que souvent, on a l'impression que c'est un peu facile d'être un enfant. Et puis là, moi, je vous invite à se remettre en perspective et de se dire combien d'injonctions est-ce qu'on va poser aux enfants dans la journée? Combien de fois on va leur dire non? Combien de fois on va leur donner des ordres? Et de se dire dans tout ça, est-ce qu'on va avoir laissé un petit peu de liberté? Est-ce qu'on va avoir laissé du plaisir? Est-ce que l'enfant va avoir un moment où il va pouvoir jouer, s'amuser, faire quelque chose qui lui fait du bien? Je vais les prendre un petit peu dans le désordre. La compétence. La compétence, c'est de valoriser ce que l'enfant sait faire. Même parfois, on le sait, hein, et vous nous le confiez lors des rencontres ou des formations.
Parfois, il y a des enfants, on voit plus du tout ce qui va, parce qu'ils nous fatiguent, ils nous épuisent, parce qu'ils sont dans des périodes compliquées. Ben, c'est de se forcer un petit peu et de se dire, dans la journée, il y a eu quand même quelque chose de chouette. Si c'est pas le cas, ça pose vraiment question, et on dit souvent à l'assistante maternelle, dans ce cas-là, allez voir le RPE. Parlez-en avec les animatrices de relais, parlez-en avec la PMI, si c'est possible d'en parler avec la PMI. En tout cas, allez trouver un relais ou un analyse de pratique aussi, qui est l'occasion de parler de ces sujets-là, pour savoir comment est-ce qu'on va accompagner un enfant avec qui on a l'impression que tous les jours c'est difficile. Malheureusement, ça arrive parfois. Cet enfant qui, vous savez, à partir du moment où il franchit votre porte, vous avez une boule au ventre. Ça, c'est pas quelque chose de normal et c'est pas quelque chose non plus que vous devez forcément accepter. Et je reviens à mon besoin de compétence, c'est de valoriser ce que l'enfant sait faire, ce qu'il fait de beau tous les jours. C'est différent que l'encouragement. Pour faire très simple, l'encouragement, c'est l'enfant fait quelque chose, on va applaudir et on va dire bravo. Une compétence, ça va être de décrire ce que l'on a vu que l'enfant vient de faire. Par exemple, oh, j'ai vu que tu venais de faire le puzzle tout seul, c'est la première fois, ou j'ai vu que tu as fait le puzzle et que tu as pris beaucoup de plaisir. Là, on va mettre en avant ces compétences. Le besoin affectif, je viendrai au besoin de sécurité tout à l'heure. Le besoin affectif, alors quand on présente le soleil des besoins aux parents, on va parler d'amour, avec vous, on va parler d'affection, parce qu'il y a le lien d'attachement et il y a un attachement également qui est nécessaire et qui est présent. On garde sa posture professionnelle. Là, je ne parle pas d'amour, je parle d'affect, je parle de sentiment. Et je pense que ce serait de mentir de dire qu'on n'a pas des sentiments qui se développent et de l'attachement auprès des enfants que l'on a au quotidien. Et je me demande même si ce n'est pas un peu nécessaire et si ça ne fait pas tout simplement partie de l'être humain. Et le dernier besoin, qui est le besoin de sécurité, alors ça, c'est très important. Et bien souvent, en fait, on se rend compte que quand on accompagne les parents ou les professionnels qui nous disent, mais moi, je veux bien l'éducation positive, mais ça ne fonctionne pas. Eh bien, c'est qu'ils ont oublié cette partie du soleil qui est primordiale, qui est la sécurité. Et la sécurité, c'est le cadre, c'est les limites. L'enfant en a besoin, il en a besoin pour grandir et se développer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, parfois, les comportements dits agressifs sont aussi là pour re-questionner le cadre. Un autre point qui est important, c'est de proposer des rituels et des routines. Ça aussi, c'est un sujet de se dire, donc les rituels, ça peut être par exemple le matin, quand les enfants arrivent, avoir une chanson pour se dire bonjour ou au début du repas. Et les routines, c'est la façon dont va se dérouler la journée. C'est des choses qui vont venir rassurer les enfants. Une routine aussi que l'on évoque souvent, notamment pour les enfants de parents séparés, c'est d'avoir un petit tableau avec les photos pour savoir qui vient le chercher le soir. Ou parfois, vous avez aussi des enfants, c'est jamais la même personne qui vient le chercher, ça peut être la nounou, les grands-parents, un oncle, une tante, peu importe. Bah, l'enfant, il peut avoir besoin, et grâce à cette photo, il saura par exemple qui vient le chercher ou à quel moment on en est de la journée. Donc les rituels et des routines sont aussi des choses qui vont permettre la régulation émotionnelle de l'enfant parce que ça va lui permettre aussi de répondre à ce besoin de cadre. On arrive à la fin du webinaire, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de commentaires, je vais aller regarder un petit peu ces commentaires et vous allez pouvoir nous poser vos questions. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, voici par exemple les formations qui font partie de l'offre Iberia. La première, ça va être de favoriser la bientraitance envers les enfants et de prévenir les douces violences, donc les violences éducatives ordinaires. Une autre qui pourrait être, alors le titre est un peu long, s'inscrire dans une démarche d'accompagnement personnalisé de l'enfant et travailler en collaboration. En d'autres termes, c'est retravailler ensemble les moments clés avec l'enfant, retravailler les transmissions, retravailler le lien avec les familles et comment s'assurer que l'on va respecter les attentes des familles, mais qu'on va aussi respecter les attentes de l'assistante maternelle, son projet pédagogique, etc. Et que ce trio dont je vous parlais tout à l'heure va travailler en collaboration dans le respect des besoins et des attentes de chacun et chacune. Une autre formation clé, qui est pour moi l'une des formations de base, et on aurait pu aussi rajouter les neurosciences, c'est comment adapter sa communication avec l'enfant. Ça nous aide aussi à repositionner les choses. Et l'autre dont je vous ai longuement parlé, ce sont les émotions qui sont aussi une des formations de base. Bien souvent, on dit aux professionnels qui débutent et à celles qui exercent depuis aussi un petit moment parce qu'on met régulièrement nos formations à jour. Il faut être à jour de la communication, des neurosciences et des émotions parce que ça évolue. Il faut les re-questionner souvent. Et en parallèle, une formation qui est d'utilité publique, qui est de prendre soin de soi. Parce que justement, en prenant soin de soi, vous allez aussi apprendre à réguler.
vos émotions, ou en tout cas avoir des rappels. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on parle des formations sur les gestes et postures. On sait toutes comment il faut porter un enfant, pourtant on l'oublie tous les jours. Et bien sur le prendre soin de soi, c'est un petit peu la même chose. C'est se rappeler comment est-ce qu'on peut prendre de soin de soi au quotidien, tout en ayant les enfants avec nous et en assurant l'accueil des enfants. Et j'espère que ce webinaire a répondu à vos questions, parce qu'une heure, bah, c'est intense, mais ça permet déjà de balayer le sujet. Euh, et je vais regarder un petit peu les questions que j'ai vues dans le chat, s'il y en avait. Alors, vous nous demandez le replay, donc ça, on vous l'enverra. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question, oui, quand je vous ai parlé, tu sais, des vomissements, bah, c'était, on ne sait pas forcément à quoi c'est lié, mais en tout cas, on a su après que c'était à des violences intrafamiliales, mais c'était surtout à quelque chose que l'enfant n'arrivait pas à exprimer. Euh, Émilie qui nous dit que le livre, en effet, de Fanny Vella, il devrait être en formation d'assistante maternelle partout. Alors, euh, j'ai été très surprise de voir que parfois, il est pas compris. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans une démarche, quand on n'est pas déjà engagé dans une démarche de voir les choses autrement, c'est-à-dire de se re-questionner sur les modes d'éducation, mais j'ai été très surprise de voir que finalement, on ne pouvait pas le mettre dans toutes les mains au premier abord. En tout cas, il faut l'accompagner. Il faut vraiment l'accompagner parce que chez certaines personnes, ça peut venir réveiller des choses un peu difficiles. Donc nous, on l'utilise beaucoup. On avait eu un accord, on a un accord avec Fanny Vella où on utilise aussi ces planches de BD que l'on présente en formation. Ça nous permet d'avoir des temps aussi pour réfléchir. Donc c'est vrai il est super, mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment l'accompagner. Je vous partage un petit peu des retours aussi. Une personne qui nous dit, j'ai accueilli un enfant à partir de 11 mois, il est devenu violent, agressif très fréquemment, 20 agressions par jour. C'est énorme. Bon, je ne vais pas parler de ce que vous a dit la PMI. Et maintenant, bah, vous voyez qu'en maternelle, il est suivi. Quand je dis que je ne vais pas en parler, c'est parce que la PMI a dit que c'était normal. Et c'est vrai que malheureusement, on sait que suivant les PMI à qui on s'adresse, on n'a pas toujours des réponses forcément adaptées. Je regarde un petit peu toutes vos réponses, enfin toutes vos questions, ou toutes vos... Alors, une petite question sur la fratrie. La fratrie, ça pose question. Alors, les comportements agressifs entre enfants, ça va dépendre des âges. Donc là, c'est une personne qui nous pose une question sur les comportements agressifs dans la fratrie. Ça va beaucoup dépendre de l'âge. 3 et 6 ans, ouais, bah, deux âges hein, où on s'oppose, où on cherche à trouver sa place. Je pense que l'une des premières choses, c'est un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de s'assurer que chaque jour, même si c'est 10 ou 15 minutes, on a un temps avec chacun. Et que même si la différence d'âge n'est pas énorme, il y a des besoins différents. Et de voir comment est-ce qu'on peut, sur ces temps exclusifs avec chaque enfant, sans écran, où vraiment on est avec eux, arriver à répondre à ces besoins. Et puis surtout les faire cesser et les faire cesser en isolant l'enfant. Alors attention, je ne me dis pas d'isoler l'enfant seul, mais parfois nous de nous isoler avec l'enfant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autre enfant est en sécurité, donc ça peut être, parce que s'isoler, ça ne veut pas forcément dire quitter la pièce, mais ça peut juste simplement dire, bah, écoute, on va prendre un petit peu de recul et puis essayer de trouver avec lui ou elle des outils de régulation. Ça, ce sont des choses qui petit à petit peuvent vous aider. Delphine nous demande, sans surstimuler, comment accompagner un enfant très rapide qui demande beaucoup. Eh bien, ça va être de lui apprendre à aller moins rapidement. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est justement, je pense qu'en termes d'apprentissage, c'est de lui apprendre à faire des pauses, lui apprendre peut-être à répéter justement certaines actions et parfois se poser. Ce qui peut fonctionner avec ces enfants qui ont ces besoins-là de connaître et de comprendre les choses très vite, c'est de les inviter à observer, par exemple, de dire si vous avez, je ne sais pas si par exemple chez vous, vous avez une fenêtre avec une vue sur un arbre, sur un jardin ou peu importe, qu'on peut aussi retrouver en ville, de lui demander de vous raconter un petit peu ce qu'il voit. Parce que la nature, elle a compris, elle va pas trop vite. Et ça peut être un des outils, vous voyez, ça peut être un exemple ou d'autres choses, mais des petites choses comme ça, des activités entre guillemets qui vont l'inviter à ralentir et à se poser et petit à petit à travailler un peu son inhibition
Après, ça fait aussi peut-être partie de ses besoins et là, pour le coup, après, ça se travaille différemment. Nelly a parlé des formations et des thématiques que l'on vous conseille pour aller un petit peu plus loin. Donc, vous aurez tous les liens avec les programmes pédagogiques et liens vers notre site aussi. Voilà, on vous encourage à regarder aussi ce qu'on fait en formation continue. Et en plus de ça, c'est dans le cadre de vos droits à la formation. Je vous invite aussi, alors, deux petites astuces à regarder sur notre site web dans la rubrique Agenda. On propose de temps en temps, en effet, ces temps d'échange, notamment pendant la Semaine nationale de la petite enfance. Et vous avez encore deux replays disponibles qui étaient liés à cette Semaine nationale de la petite enfance. On met régulièrement des ressources disponibles et à jour sur notre site ou sur notre blog pour nourrir les échanges et votre métier au quotidien. Et dernière petite chose que j'ajoute, vous êtes nombreuses à avoir demandé du coup de partager le contenu aux parents. Je pense que je vous mettrai le lien vers nos ressources du coup et nos contenus pédagogiques depuis notre site. Vous pouvez créer un espace et les parents le peuvent aussi, où on met à disposition du coup des livrets tous les mois. Exactement. Merci beaucoup, bon après-midi à toutes et à bientôt. À bientôt!